Bonjour à tous. Aujourd'hui, on a l'intention dans le cadre de nos séances régulières de discussion autour de la situation politique en Algérie, nous avons une actualité chargée à commenter. François, tu peux nous dire les points que nous Alors avons. voilà, donc le 5 juillet donc, a eu lieu le 20e vendredi du mouvement, du HELAC, qui a été énorme parce qu'il a coïncidé avec l'anniversaire de la libération de l'Algérie, particulièrement important. Il a été suivi le 10 juillet par une nouvelle déclaration du chef d'état-major, le général Gaïd Salah. Le 6 juillet, entre-temps, le samedi, le lendemain de la manifestation dans tout le pays, il y a eu un rassemblement de forces de la société civile, se présentant comme telle. Donc il y a une actualité qui continue à être très chaude et très parfois compliquée à décrypter. C'est ce que nous allons essayer de faire aujourd'hui, en traitant d'abord avec Omar Bandera donc, le premier point sur les réactions justement de l'état-major, de l'armée, et ce fameux discours du général Gaïd Salah du 10 juillet 2019, n'est-ce pas ? Ensuite, nous allons traiter de cette conférence dont je parlais, qui a eu lieu à Alger le 6 juillet, la conférence des représentants de la société civile, n'est-ce pas ? Et en troisième point, on évoquera la situation économique qui commence à devenir extrêmement préoccupante et sur laquelle une brève synthèse est nécessaire. Et puis enfin, on évoquera l'attitude de la communauté internationale et des différentes grandes puissances vis-à-vis de ce qui se passe en Algérie depuis plus de 4 mois aujourd'hui. Donc voilà, la première question donc, pour Omar Bandera, c'est bon, tout le monde a été à la fois étonné et j'allais dire habitué par le discours du général Gaïd Salah Beni Messous le 10 juillet, où il a sorti des phrases très fortes de nouveau en disant que ceux qui réclament un État civil et non militaire étaient des traîtres, que c'était derrière eux la bande. Il parle de la bande, sans nommer le général Toufik qui est en prison, l'ancien chef de la police politique, mais il dit c'est eux qui manipulent à la fois les propositions justement d'un État civil et non militaire, et en même temps qui sont derrière les manifestations. Ce qui est quand même passablement grotesque quand on connaît la réalité du terrain. Donc pourquoi une réaction de ce type-là qui semble répéter vendredi après vendredi la même impasse ? En réalité, l'état-major n'admet pas que la contradiction principale qui traverse la société algérienne soit celle qui oppose les partisans d'un état de droit, les partisans d'une ouverture vers les libertés publiques, vers les libertés fondamentales, à ceux qui veulent maintenir le statu quo d'une sorte de totalitarisme mou, d'autoritarisme renforcé, comme on voudra, qui est le régime actuel algérien. Ce que la thèse de l'état-major, c'est que tout ce qui se passe depuis le 22 février n'est que le résultat d'une tentative de déstabilisation orchestrée par les anciens chefs de la police politique et des éléments qui relèvent de l'appareil présidentiel et de l'entourage du président Bouteflika. Cette vision simpliste, binaire, manichéenne est celle que le chef d'état-major entend faire passer à toute force. À chacun de ses discours, il nous dit la même chose, la bande ou le gang ou l'Aïsaba en langue arabe, et l'architecte, la main visible qui manipule la population. C'est une interprétation qui est, à mon avis, aussi fallacieuse qu'irréaliste, et qui ne tient pas compte de la puissance et de l'ancrage et de la dimension du mouvement populaire de contestation. Et là, ce que nous dit le général Gaïd Salah, c'est qu'il y a d'un côté une armée ou un chef d'état-major ou un état-major de l'armée qui a un discours d'une faiblesse insigne face à une population dont la maturité et la lucidité politique est reconnue par tous les observateurs neutres. C'est une situation éminemment préoccupante car la population d'un côté et l'armée de l'autre sont les deux seuls réels acteurs politiques. Et le fait que le général Gaïd Salah entende diriger l'armée dans cette trajectoire de collision avec la volonté populaire est extrêmement inquiétant. D'autant plus inquiétant qu'on a l'impression ce radotage, parce que c'est comme un perroquet qui répète la même chose toutes les semaines, c'est quand même quelque chose assez désespérant. Ça veut dire qu'ils ont fait des concessions successives, mais pas sur l'essentiel, bien entendu. Et on a l'impression qu'aujourd'hui, d'une certaine façon, ils sont à l'os, le dos au mur, et qu'on a des échos comme quoi la police politique, le fameux DRS, a été reconstitué, mais cette fois
sous l'égide de l'état-major, et que donc finalement, ils sont incapables de penser un mode de gouvernance ou un mode de rapport à la population qui soit autre que celui à la fois du mépris, de la manipulation et du contrôle tous azimuts. Ils sont prisonniers, ou en tous les cas enfermés, dans un schéma de représentation idéologique, mais aussi mentale et psychique, qui est ancien. Ce schéma-là a été du régime est forgé depuis la guerre de libération, la fin de la guerre de libération nationale, depuis le coup d'État de l'armée des frontières contre le GPRA. Donc nous sommes dans une profondeur historique qui est significative. Nous sommes dans le temps long de l'indépendance de l'Algérie, hein, quasiment. Et là, effectivement, leur demander à ces gens qui ont été forgés, formés, ou en tous les cas coulés dans ce moule, d'entrevoir ou d'envisager des perspectives différentes est pratiquement impossible à envisager. C'est une impossibilité matérielle que de leur demander de changer de perspective politique. Ils ont l'habitude de contrôler totalement le pouvoir. L'Algérie est à eux, la société n'a pas de mot à dire, ils sont l'incarnation de l'Algérie, ils la possèdent. Et donc, il n'est pas question que qui que ce soit d'autre puisse venir contester ce monopole. Voilà un peu le discours. D'où la tentation permanente, finalement, de recourir à la répression contre le mouvement. Alors, pour l'instant, elle est restée d'une certaine façon contenue, mais en même temps, on a l'impression qu'elle se durcit aussi, et qu'il y a plusieurs dizaines de personnes manifestants qui ont été arrêtés, qui sont détenus, le plus souvent sans jugement ou avec des accusations parfaitement fantaisistes. Et donc là, il y a vraiment un durcissement qui est aussi préoccupant. Il y a un durcissement préoccupant. Il y a plus de 60 personnes qui sont arrêtées dans l'Algérois seulement, semble-t-il, d'après les avocats. Il y a un durcissement extrêmement clair de la répression. On a vu comment les accès à la capitale sont bloqués. On voit comment la police tente de canaliser de manière autoritaire les manifestants. Et puis, on voit bien le niveau d'argument qui est avancé par l'état-major pour procéder à une répression un peu plus dure de la manifestation à chaque fois. Le recours au régionalisme dans la bouche d'un chef d'état-major qui met en cause un drapeau culturel en accusant ceux qui le déploient d'être des diviseurs du pays, montre bien l'inanité et la faiblesse de l'argumentaire politique de ces gens-là. Donc ils n'ont effectivement comme objectif que d'arrêter ces manifestations, de faire que les gens rentrent chez eux. Et effectivement, ils n'attendent que le moment propice pour déployer une répression plus intense, c'est clair. Alors en attendant, on passe au deuxième point, donc qui est la question de un dialogue est-il possible entre les manifestants ou leurs représentants et ce pouvoir plus ou moins autiste d'une certaine façon. Alors, qu'est-ce qu'on peut penser de ce point de vue-là de la conférence qui a eu lieu le 6 juillet, qui réunit sous l'égide d'un monsieur qui s'appelle Abdelaziz Rahabi, dont on avait peu entendu parler jusqu'auparavant, qui n'occupait pas le devant de la scène politique, mais qui aujourd'hui se présente comme le coordinateur de cette réunion de dizaines d'associations représentant la société civile, d'un certain nombre de partis politiques. Donc voilà, ce serait intéressant de savoir ce que tu penses. Quelle société civile et donc, pour finir, ma question, c'est donc voilà, ça s'est présenté comme une alternative, comme les porteurs d'une transition possible, et apparemment il y a aussi un groupe de partis politiques d'un courant, d'un bord, semble-t-il différent, qui revendiquent la même chose. Qu'est-ce qu'on peut penser de ça? Est-ce qu'il y a vraiment un espoir à fonder de ce côté-là, du côté de ces représentants autoproclamés? Non, je pense qu'il faut bien comprendre que ces partis politiques, cette société civile, elle fait partie du régime. Elle est une composante, la façade ou la vitrine civile du régime. Elle n'est rien d'autre que une sorte de faire-valoir pseudo-démocratique pour la consommation externe, pour les journalistes fainéants qui viennent en Algérie une fois par an quand il se passe quelque chose, on leur dit c'est l'opposition, et bien ils sont tout contents d'aller entendre et parler ou interroger des gens qui se présentent comme tels. Là, évidemment, il s'agit d'une mise en scène qui ne trompe personne et à laquelle la population n'accorde aucune valeur politique significative. M. Al-Habi est un ancien diplomate depuis fort longtemps, qui a occupé des postes importants. Il a même été ministre de l'Information d'un gouvernement où il a été mis à la porte assez brutalement par Bouteflika, et il en tire une sorte de légitimité d'opposant. Dans les années 2000. Voilà, oui. Donc on peut dire que ce sont des éléments du régime
qui sont désignés par le régime pour servir d'opposition. En d'autres termes, le régime discute avec lui-même, comme toujours. Il choisit ses interlocuteurs, il est le pouvoir et il est l'opposition. C'est lui qui décide qui sont les interlocuteurs qui envoie au chapitre. Alors évidemment, vis-à-vis de l'opinion qui n'est absolument pas dupe, on a pu mesurer la maturité politique des Algériens, tout ceci n'est qu'une sorte d'artifice vide de sens. Comment peut-on demander à des gens qui font partie intégrante du système de le remettre en cause? Et qui se présentent comme opposants, néanmoins. Oui, le remettre. Oui, personne n'est dupe. Qui peut penser une seconde que le Hamas est opposant? Qui peut penser une seconde que le parti de Ben Flis est un parti d'opposition? Tout ça est grotesque. Voilà, tout à fait. Et l'autre pôle qui se présente aussi comme soi-disant oppositionnel de laïco-progressistes, oui. RCD, ceux qui restent du FFS. Oui, alors bon, effectivement, alors d'un côté, vous avez, si vous voulez, le régime a essayé de cloner l'opposition réelle, d'après lui, qui serait l'expression d'une réalité politique. Il a donc un pôle nationalo-religieux ou islamo-nationaliste qui est incarné par ces gens qui se sont réunis essentiellement le 6 juillet. Et puis il y a le pôle laïco-moderniste incarné par ces gens qui ont toujours servi de faire valoir en Europe, en Occident, c'est eux qui ont formé les commandos propagandistes de la sale guerre. Hein. Tout à fait. Ce sont des gens qui ont un passé lourd de collaboration ou en tous les cas de cautionnement manifeste du coup d'État sanglant du 11 janvier 1992. Donc on voit bien que ce sont les mêmes personnels qui resservent à chaque fois, qui ressurgissent à chaque fois que les circonstances l'imposent pour servir le discours du régime, pour valider l'apparence démocratique du régime. Et d'une certaine façon, comment dire, ce que présentent les médias, les grands médias, aussi bien francophones qu'arabophones, les chaînes de télévision publiques, mais même privées, mettent le paquet absolu pour se faire écho de ces rassemblements de prétendus opposants. Donc ils sont vraiment à fond dans l'illusion que ça va représenter une alternative, chose que évidemment les gens qui descendent dans la rue le vendredi, c'est-à-dire la population algérienne dans son immense majorité, n'est pas dupe par rapport à tout ça. Donc ça c'est clair. En revanche, il y avait alors peut-être un troisième point, parce que là je pense que c'est assez clair, et on ne fait que finalement dire ce que disent les gens dans la rue avec des slogans magnifiques depuis déjà plusieurs mois. Il y a un troisième point en revanche dont peu de gens parlent, et en particulier certainement pas les médias officiels algériens ou même les médias privés, entre guillemets, soi-disant indépendants, c'est la situation économique. Et là on dit... on a vu ces purges contre les oligarques, contre la purge anticorruption qui est allée plus loin que ce que personne n'aurait jamais imaginé. On les compte bientôt par dizaines, les chefs d'entreprise, les patrons de grands groupes, les ministres. Et les ministres, et les premiers ministres, Ouaria, Sellal, se retrouvent en prison. C'est des choses qui paraissent complètement invraisemblables. Et donc, ça a des effets sur la situation économique, parce que ces groupes, malgré tout, notamment dans le bâtiment travaux publics, jouent un rôle, ils risquent d'être paralysés. Et en même temps, c'est un message, non, envoyé aux manifestants. Oui, c'est ça. Quel est le résultat de tout ça sur le plan économique ? Sur le plan symbolique et sur le plan de la communication, effectivement, cette lutte anticorruption, elle est le levier principal de l'action psychologique du régime vis-à-vis de la société. Le changement que l'état-major veut signifier, c'est un changement vers une sorte de purification du régime, de nettoyage des écuries d'Augias, et donc de sa transformation, de son auto-transformation. Il le fait parce qu'il a les moyens médiatiques de le faire, il a les moyens juridiques de le faire. La justice est aux ordres, donc elle arrête où elle enquête sur les gens qu'on lui désigne. Les médias vilipendent ceux qui n'ont plus la faveur du prince. Donc ça montre le degré de contrôle et la capacité de nuisance intacte du régime. La police politique, la justice qui est un service aux ordres de l'exécutif, et les médias qui sont encore plus contrôlés qu'hier. Donc effectivement, cette lutte contre les éléments les plus corrompus du système relevant du général Toufik et de Bouteflika, elle est tout à fait agréable à la population. Les gens sont contents de voir
des voleurs notoires, des corrompus notoires être sous les verrous. Mais personne n'est dupe. On voit bien que même si ceux qui sont sous les verrous sont des bandits et des délinquants confirmés, d'autres, protégés par les généraux du pouvoir, sont indemnes de toute poursuite. Donc ça, les gens le constatent bien. Sur le plan économique, l'Algérie, c'est un pays de rente. 95% des revenus en devises du pays viennent du pétrole et du gaz. 60% des recettes fiscales procèdent de la fiscalité pétrolière. L'Algérie ne produit pas grand-chose et consomme, et c'est un problème extrêmement grave, 70% elle importe 70% de ce qu'elle consomme. La dépendance de l'Algérie à ses importations alimentaires est complètement scandaleuse. On peut dire de ce point de vue que l'Algérie n'est pas un pays indépendant et que la sécurité nationale de l'Algérie n'existe pas. Et quid des réserves qui permettent de payer les importations? Alors, les réserves, elles diminuent au fur et à mesure du passage du temps. Et on voit bien aujourd'hui, les économistes algériens s'accordent à dire qu'elles ne peuvent couvrir que, à partir de la fin de l'année 2019, que 16 mois environ d'importation. Ce qui veut dire que au début 2021, à la fin du premier trimestre 2021, ces réserves qui avaient atteint presque 200 milliards de dollars en 2014, ou en 2013, ces réserves auront cessé d'exister. Et alors là, nous rentrons dans l'inconnu. Et c'est d'ailleurs de ce point de vue qu'on peut s'interroger sur la capacité d'analyse prospective de l'état-major. Pourquoi s'entête-t-il à vouloir à tout prix maintenir le cap de cette espèce d'autoritarisme monopoliste du pouvoir, alors que dans 18 mois, ils vont affronter une situation absolument désastreuse d'une magnitude sans précédent dans l'histoire d'Algérie. Alors peut-être escompte-t-il qu'une guerre au Moyen-Orient ferait remonter les prix du pétrole à des niveaux supérieurs à 100 $ le baril. Le point d'équilibre pour le budget de l'État algérien, c'est environ 90 $. Donc au-delà de 90 $, les réserves se reconstituent. Et aujourd'hui, on est à 65. On est à 65, nous sommes bien en deçà. Et ça procure effectivement un sentiment d'inquiétude à tous ceux qui observent cette espèce de délitement irrésistible. Alors, il est vrai que les arrestations de ces grands oligarques peuvent avoir un impact sur le fonctionnement de leurs entreprises. Mais déjà, le fait que l'État n'ait plus les moyens budgétaires de faire face à ces engagements vis-à-vis des entreprises privées ou publiques de réalisation fait que déjà des milliers de travailleurs sont débauchés. Donc si tu veux, la situation, elle est déjà grave d'un point de vue structurel. Ces arrestations d'oligarques ne vont finalement qu'accélérer ou accentuer un phénomène, un processus qui est déjà à l'œuvre. Et qui ouvre finalement, si on t'entend, là, c'est quand même très préoccupant, la voie des interventions des grands organismes financiers internationaux, parce que s'il n'y a plus d'argent dans les caisses en 2021, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que c'est le FMI, la Banque mondiale, surtout le FMI, qui doit intervenir pour, soi-disant, enfin pour essayer d'introduire de l'ordre, comme il l'a fait dans bien d'autres pays, encore il n'y a pas si longtemps en Argentine, notamment, avec tout ce que ça représente comme perte de souveraineté pour le... La souveraineté algérienne, elle est relative. Elle est déjà altérée. La souveraineté nationale de l'Algérie est très très relative, puisque, bon, on a beau avoir des systèmes de défense antiaérienne performants, quand on importe 70% de ce qu'on mange, on n'est pas un pays indépendant. Ça, il faut bien le dire. Et d'un point de vue strictement rationnel de défense nationale, si vos fournisseurs vous coupent les vivres pendant 2 mois, vous n'existez plus. Donc il y a une vérité économique qui surplombe toutes les velléités pseudo-nationalistes ou patriotardes des uns ou des autres. Alors oui, le FMI, bien sûr. Effectivement, quand les réserves seront épuisées, il faudra bien recourir au crédit international pour financer les importations. Je tiens à rappeler que quand nous étions aux affaires dans les années 90, moi je m'occupais de la dette extérieure au début des années 90, à la fin des années 80,
Je me souviens parfaitement des difficultés extrêmement sérieuses que nous avions à financer les importations de produits de première nécessité. Et à l'époque, nous n'étions que 21 millions d'Algériens. Aujourd'hui, c'est le double. En 2021, il y en aura probablement 44, la population croissant de 1 million de bouches à nourrir chaque année. Donc il y a effectivement un terrain d'inquiétude qui est tout à fait substantiel. Alors cette vulnérabilité nous amène au quatrième point, qui est justement l'attitude actuelle, on peut dire, de la communauté, enfin, entre guillemets, ce qu'on appelle la communauté internationale, et les grandes puissances. Donc quel est leur jeu? Est-ce qu'elles sont d'une part conscientes de cette fragilisation de la situation économique algérienne, conscientes de la stabilité aussi de la région liée aux divers terrorismes qui la frappent, n'est-ce pas? Et quel est le jeu un peu des différentes grandes puissances par rapport au durcissement qu'on évoquait pour commencer du régime et au raidissement permanent du régime? Quelle est leur attitude vis-à-vis de ce régime-là? Est-ce qu'il y a des nuances entre les différentes grandes puissances ou pas? Alors qu'il y ait des nuances, c'est certain. Mais il y a quand même, paradoxalement, un consensus pour le maintien du statu quo. Personne n'a intérêt à voir une Algérie démocratique. Là, les réseaux franco-algériens de commissionnement qui dominent les relations bilatérales sont les premiers à surtout ne pas vouloir remettre en cause ce qui a été une vache à traire tout à fait bénéfique. Excuse-moi, avant de passer aux autres grandes puissances, sur la France, oui. Il y a un autre point qu'il faut mentionner, je pense, c'est la peur que la déstabilisation de l'Algérie, et donc pour eux la déstabilisation du régime actuel, parce qu'ils identifient l'Algérie au régime, se traduisent par des flux de boat people, d'immigrés, etc., etc. C'est la grande obsession des gouvernants français, qui est d'une certaine façon totalement absurde, mais de considérer l'Algérie comme la porte d'une nouvelle invasion, etc., oui. etc. Donc on entend des discours au plus haut niveau de l'État oui. français de cette tonalité-là, ce qui est quand même insensé. Oui, enfin bon, ça c'est vraiment un argument fallacieux. Il est clair que ceux qui organisent l'immigration sauvage et clandestine des jeunes Algériens, ce n'est pas la déstabilisation démocratique, mais c'est bien le régime actuel qui est la matrice des haragas. Voilà. Donc c'est vraiment essayer de faire prendre des vessies pour des lanternes. Et les autres puissances alors? Alors les autres puissances, évidemment, il y a le jeu des États golfiques, des monarchies féodales du Golfe, qui n'ont certainement pas intérêt à une expansion de la démocratie dans le monde arabe et qui le font savoir de manière extrêmement claire. On a vu comment les Émirats et l'Arabie saoudite, enfin les États fantoches wahhabites, ont soutenu le coup d'État en Égypte. Et ces Émiratis et ces Saoudiens sont actifs en Algérie. On voit que les Émiratis, par exemple, ont un rapport extrêmement étroit et très surprenant avec l'armée algérienne. On se demande bien pourquoi l'armée algérienne a besoin d'intermédiation émirati pour se fournir en équipement militaire et pour développer des industries militaires. C'est tout à fait surprenant. On peut se poser valablement un certain nombre de questions sur les fondements de cette stratégie-là, si tant est que ce soit une stratégie. Les fournisseurs de l'arsenal algérien sont à 70% russes. Eux non plus n'ont pas intérêt à perdre un client. Et puis, si vous voulez, les voisins immédiats ne souhaitent pas, bien sûr, une contagion démocratique et la présence d'une Algérie libérée de la dictature à leurs frontières. C'est tout à fait clair. C'est valable pour le Maroc plus que tout autre État, mais c'est également le cas pour la Tunisie et pour le reste de nos voisins. Donc voilà, il y a un consensus géostratégique. Et quid des États-Unis? Les États-Unis sont très très contents du rôle relativement inexistant et passif de l'Algérie. L'Algérie n'est plus du tout dans la logique du front du refus et de la fermeté, elle n'est plus du tout dans le soutien actif au mouvement anti-impérialiste. La voix de l'Algérie s'est éteinte. Alors évidemment, on n'est pas encore au point de la remise en cause du soutien à la cause palestinienne, mais on voit bien que la position de l'Algérie vis-à-vis de l'Iran a changé. Il y a un glissement. Et ça, c'est extrêmement inquiétant. Dans quel sens? Dans le sens du soutien aux thèses saoudiennes. Ah oui, et dans le soutien donc aux États-Unis, implicite ou indirect,
à la position américaine. Donc on voit que ce glissement, bon, on l'a perçu lors de la dernière réunion des pays arabes et musulmans, on voit bien que ce glissement est manifeste. Alors pour essayer de conclure, si on peut conclure, parce que je pense que c'est difficile et qu'il faut continuer à observer de près ce mouvement quand même merveilleux, formidable, mais quand même, tout le panorama qu'on vient de brosser n'incite pas beaucoup à l'optimisme, parce que raidissement du pouvoir, opposition qui finalement n'en est pas véritablement une économie extrêmement fragilisée, un environnement international qui n'a aucune envie que ça aille dans le sens de ce que demande la rue. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire des perspectives, pour autant qu'il y en ait, ou en tout cas, il faut rester prudent, mais qu'est-ce qu'on peut dire? Il existe quand même un aspect extrêmement positif, c'est la maturité politique des Algériens. La capacité de mobilisation intacte. Les manifestations du 5 juillet l'ont démontré sans embâche et sans équivoque. Et la capacité aussi d'analyse de la situation de la part des Algériens. Ce que nous venons d'évoquer tous les deux, c'est le propos commun de nombre d'Algériens qui partagent souvent des analyses de cette qualité ou de qualité même supérieure. Donc il y a un vrai engagement politique de la société, un vrai engagement politique de l'opinion. Je crois que ce mouvement, ce Hirak, constitue une rupture avec un ordre ancien. La société algérienne existe, elle a une opinion, elle l'exprime avec sagesse, modération, mais avec détermination. Revenir à des modes extrêmement autoritaires de gestion de cette société n'est qu'une fuite en avant sans lendemain. Parce que ce qui ne sera pas acquis demain le sera après-demain inéluctablement. Les germes de la mobilisation populaire et de la conscience populaire que ce mouvement a manifestement exposé au vu et au su de tous, eh bien, ils ne sont pas prêts d'être évacués. Aujourd'hui, l'opposition, aussi bien à l'intérieur de l'Algérie qu'à l'extérieur du pays, c'est le choix entre la régression et le progrès. Le choix entre la vraie modernité politique et sociale, qui est celle de la démocratie et de l'état de droit, et le choix du maintien médiéval, moyenâgeux dans ce statu quo-là. Je crois que c'est ça finalement le mot de la fin qui est le plus important, c'est que l'extraordinaire puissance de ce mouvement, sa durée, sa maturité, c'est un événement historique d'une ampleur sans précédent, et pas seulement à l'échelle de l'histoire de l'Algérie, moi je dirais à l'échelle mondiale depuis plusieurs siècles, n'est-ce pas? Et que donc ça reste, et que donc il est d'autant plus important, quels que soient les événements qui vont se produire dans les semaines et les mois qui viennent, qu'au niveau de l'opinion internationale, de l'opinion française en particulier, l'attention reste forte vis-à-vis de ce qui se passe en Algérie, et que le soutien que quelques-uns, peu nombreux, pas assez nombreux malheureusement, essaient d'apporter à ce mouvement, continue à se manifester. Voilà, Tout à fait. Bonsoir.